Donc, bienvenue à cette soirée-conférence sur l'aménagement des boisés. Donc, vous allez assister à 3 conférences. La première, ça va être moi, une petite présentation là, sur les intervenants du milieu forestier. Ensuite, vous allez avoir la chance de rencontrer Raphaël Desbiens du ministère des Forêts, ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On ne s'habitue pas, je vais l'avoir d'ici 6 mois. Et, ensuite, Jean-Pierre Fauché, le directeur de l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. J'espère que je l'ai bien dit. C'est en plein ça. Bonsoir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Puis je voulais aussi mentionner que cette soirée-conférence, c'est grâce, oui, aux partenaires que j'ai nommés, mais aussi grâce au financement du programme d'aménagement durable des forêts de Chaudière-Appalaches. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez que ça va bien? Je vais regarder Raphaël et Ça Jean-Pierre me fonctionne, dire. oui. Super. Donc, je vais vous parler un peu des quelques intervenants en milieu forestier, en forêt privée, parce que souvent, on se mélange avec les noms et tout ça, qui fait quoi un peu dans tout ça. Moi, souvent, à l'association, c'est ça, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, le but aujourd'hui, c'est un peu de vous démêler ça. Je vais faire vraiment un bref survol, là, mais vous allez avoir là, la chance, Jean-Pierre, plus tard, là, qui va vous en parler peut-être un peu plus de chacun des intervenants, puis je rappelle également. Donc, il y a premièrement, je les ai mis en lettres en ordre alphabétique, là, fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, là, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc, les agences de mise en valeur des forêts privées, c'est eux qui font, si on veut, là, qui coordonnent, si on veut, tout ce qui se passe en forêt privée. Qui gèrent un peu certains financements, qui s'occupent aussi qui ont à établir le plan d'aménagement, pas de plan d'aménagement, le PPMV, le plan de protection et de mise en valeur du territoire. C'est de la forêt privée. Donc, ils coordonnent un peu tout ça, ils chapeautent un peu, si on veut, la forêt privée. Puis il y a des agences un peu partout, là, pas en Estrie, mais sur le territoire. Là, j'ai l'impression que ça marche pas. Les associations forestières régionales. Le rôle de nous, les associations forestières régionales, c'est de faire de la sensibilisation, éducation, transfert de connaissances. Je ne sais pas si vous voyez là, dans ma petite fiche derrière moi, c'est les 3 mots principaux. Là. Donc, on va dans les écoles, entre autres, parler de milieu forestier avec les jeunes, de métiers, de professions, de propriété du bois, d'aménagement de nos forêts, de tous les usages qu'on peut faire, multi-usages, donc développement durable, tout ça. Donc, c'est vraiment ça notre mission. On est aussi un lieu d'information. Donc, pour vous, chers propriétaires, on est une source de référence. Si jamais vous cherchez des informations, par exemple, sur MINERP1, sur toute autre chose, nous, on peut vous référer là, vers les bonnes personnes, vers des fiches d'information. Ensuite, il y a les centres de recherche, les centres de formation aussi, qui peuvent intervenir aussi qui peuvent faire qui font de la recherche en forêt privée, mais ils font aussi différents types de recherche. Là, en Estrie, par exemple, il y a la fiducie foncière de la forêt des cantons de l'Est. Il y a les centres de formation là, que vous connaissez sûrement dans vos régions. Il y a les entrepreneurs forestiers aussi qui réalisent certains travaux d'aménagement forestier. Il y a le gouvernement, le ministère. J'allais trouver. Oh, peut-être juste éteindre vos micros. Donc, le gouvernement qui intervient aussi. L'industrie forestière, évidemment, quand il y a de la récolte de bois, mais l'industrie fait la mise en valeur de ces bois qui sont récoltés, qui font des beaux produits. Les ingénieurs forestiers et leur équipe technique, donc qui vont réaliser, entre autres, les plans d'aménagement sur les propriétaires, chez les propriétés. Les municipalités et MRC, avec entre autres les règlements, la réglementation. Et j'ai mis aussi l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui encadre, bien sûr, la profession d'ingénieur forestier. Et si jamais vous voulez avoir de l'information aussi sur le rôle, qu'est-ce que ça fait un ingénieur ou vous voulez avoir accès au répertoire des consultants, mais
Ils ont sur leur site web là, des consultants en foresterie. Et il y a des organismes aussi environnementaux, des organismes de bassin versant, entre autres. Dans le sud du Québec, entre autres, il y a le Corridor appalachien, qui a l'acronyme ACA. Là. Et il y a les syndicats et offices de producteurs de bois, donc qui s'occupent de la mise en marché, entre autres, des bois de la forêt privée. Je dis entre autres parce qu'ils ont d'autres rôles aussi au niveau formation. Tout ça. Et bien sûr, les transporteurs de bois. Fait que ça fait quand même beaucoup de monde qui intervient, donc ils ont tous des rôles un peu différents. Puis souvent, on a tous des noms qui se ressemblent à association forestière, agence forestière et tout ça. Fait que je peux comprendre certaines personnes de se mêler dans tout ça. Je vais vous montrer plus tard, l'association, on a fait des petites fiches d'information pour vous aider aussi à vous retrouver là-dedans, si vous voulez, après cette conférence-là, en savoir un peu plus. Donc, je vous ai mis, grosso modo, justement, je vous ai mis le site web dans le bas de l'écran, dans le bas de la diapositive, là, où est-ce que vous pouvez avoir un peu plus là, sur les intervenants. Puis on a fait quand même une liste aussi pour le sud du Québec là, des intervenants qui sont sur notre territoire. Donc, je fais un petit résumé là, au niveau formation et information générale. Là, bon, les associations, agences, syndicats, établissements d'enseignement, aménagement forestier, mais évidemment, les ingénieurs forestiers et leur équipe technique là, sont en premier là, pas à considérer, mais à rencontrer là, pour si jamais vous voulez ensuite aménager votre boise. Puis ensuite, la réglementation et les aides financières, mais là, les ingénieurs peuvent vous aider aussi là-dedans, les agences, les municipalités, bon, tout ça. Et la mise en marché des bois, comme je le disais tantôt. Pour aménager votre boisier, là, je vous ai fait juste une petite liste, là, c'est tiré d'une fiche qu'on a faite, là, juste pour être sûr que pour savoir par où commencer dans tout ça. Donc, en premier, c'est important de clarifier ses buts. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre terrain? D'ailleurs, Jean-Pierre, je pense que tu vas en parler peut-être un petit peu plus en détail, là, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment important. Consultez un spécialiste là, qui peut vous aider là-dedans. Les ingénieurs forestiers et leur équipe technique vont pouvoir vous aider là-dedans. Et ensuite, il faut planifier ses travaux parce que vous pouvez faire des travaux par un entrepreneur. Vous pouvez avoir votre plan d'aménagement, hein, le faire faire vous-même ou le faire faire par des entrepreneurs forestiers et tout ça. Donc, il y a différentes options. C'est pour ça que l'ingénieur forestier va pouvoir vous aider. Puis ensuite, bon, une fois que les travaux sont planifiés, on peut préparer la récolte, récolter le bois, puis ensuite organiser le transport. Mais dans toutes ces étapes-là, justement, tous les intervenants que je vous mentionnais tantôt, ils ont tout leur rôle à jouer là, dans toutes ces étapes-là. Fait que je vais terminer ma conférence ici, ma petite conférence là, pour vous donner quelques sources de référence. Donc, oui, il y a le site de l'Association forestière. D'ailleurs, vous voyez un peu les exemples de 2 fiches qu'on a fait. C'est quelques fiches, quelques exemples, là, mais il y en a d'autres sur plein d'autres sujets. Je vous ai mis aussi le site de l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, le site du gouvernement aussi, du ministère. Donc, Raphaël va nous en parler un peu plus tantôt. Puis aussi le site de l'Ordre, si jamais vous cherchez un ingénieur forestier, là, dans quel coin, tout ça. Et voilà. Je ne sais pas si c'était juste une courte présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient quelques questions. Sinon, je vais laisser la parole aux conférenciers principaux de cette soirée. Donc, je vais laisser la... Ah oui, je vois qu'il y a une... Pardon, Madame Normand, Oui, vous avez un bon débit, puis moi, j'ai une main lente pour écrire vos informations. Vous dites qu'on va pouvoir tout voir ça à tête reposée, une copie de cette vidéo-là à la fin de la conférence, c'est ça? la vidéo ne sera pas en ligne à la fin ce soir. Elle va être en ligne d'ici le début de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Ceux qui se sont inscrits, on va avoir le lien, c'est ça? Oui, je vais vous transférer le lien là, lorsque ça va être disponible. Merci, madame. Ça me fait plaisir. Il y a une question dans le chat, Amélie. Là, on demande est-ce que les fiches sont sur votre site web? Oui, sont sur notre site web. Celle de étape pour aménager votre boisier, peut-être un petit
peu moins évidente à trouver, mais moi, je la cherche des fois. Bientôt, on va avoir un nouveau site web, fait que ça va être plus facile. Mais je vais vous envoyer le lien de cette fiche-là bientôt. Mais bientôt quand que je vais envoyer le lien pour la vidéo. Mais si vous allez sur notre site, là, il y a la section Tout pour la forêt ou propriétaire de boisé aussi. Là, puis recherche d'intervenants, là, on a un bel onglet pour ça. Là, si jamais vous cherchez différents intervenants, que ce soit, oui, des ingénieurs forestiers, équipes techniques, mais il y a plein d'autres intervenants là, au niveau des organismes environnementaux, entre autres, et autres. Là. Fait que vous pouvez faire des belles recherches là-dessus. Donc, ça va pour ça. Fait que maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël. Raphaël Desbiens, qui est ingénieur forestier au ministère des Ressources naturelles et des forêts, au service service de la forêt privée, tout simplement. Puis au niveau de la direction de la gestion de l'approvisionnement en bois. Donc, il va venir nous faire une conférence sur se renseigner sur les programmes d'aide financière et les mesures fiscales offertes pour aménager votre forêt. À toi, Raphaël. Parfait. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Parfait. Oui. Je place mes écrans. Bon, donc, Amélie me présenter, donc ça me fait plaisir là, de venir vous présenter, de venir vous faire une petite présentation là, sur les aides financières et les mesures fiscales. Donc, plan de la présentation, là, je vais introduire le sujet. Je vais vous présenter là, le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Ensuite, ça sera le remboursement des taxes foncières. Je vais aborder là, les autres aides financières, là, les mesures fiscales là, rapidement vers la fin et il va y avoir une période de questions. Pendant la présentation, n'hésitez pas là, à utiliser le chat là, ou à lever la main si vous avez des questions. Là, je pourrais y répondre ou sinon à la fin, là, on pourra regarder tout ça. Donc, Amélie l'a dit, je suis au service de la forêt privée, donc on est dans le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, le service, là, dans le fond, pour mandat, c'est un petit peu long, là, mais dans le fond, on travaille là, les cadres stratégiques, on travaille dans les lois, dans les règlements et tout ce qui est de l'administratif pour favoriser la gestion des forêts privées du Québec. Sinon, on gère là, les mesures d'aide et programmes liés à la mise en valeur des forêts privées. Donc, c'est le but de la rencontre de vous présenter ces mesures-là et ces programmes-là. Et sinon, là, on va améliorer là, l'environnement d'affaires des producteurs forestiers. Pour votre information, là, on a une photo, là, c'est l'équipe du service. Là, on est composé là, on est 10 au ministère, dont un gestionnaire. On est 7 professionnels là, qui sont ingénieurs forestiers. On a une technicienne en administration et on a un étudiant là, avec nous. Donc, pourquoi devenir producteur forestier? Vous voyez, là, il y a 4 éléments là, pour pouvoir réaliser des travaux sylvicoles sur sa propriété, pour mettre en marché du bois, pour avoir les services d'un ingénieur forestier ou pour bénéficier des mesures d'aide gouvernementale. C'est seulement, là, dans le fond, l'objectif de devenir producteur forestier, là, de s'enregistrer auprès du ministère, c'est pour pouvoir bénéficier là, des aides financières. Donc, comment devenir producteur forestier? Dans le fond, les critères d'admissibilité sont que vous devez être propriétaire d'une superficie forestière d'au moins 4 hectares ou 10 acres. Pour cette superficie-là, dans le fond, vous devez détenir un plan d'aménagement forestier. Et si jamais, là, ça m'étonnerait ce soir qu'il y en a que c'est leur situation, là, mais si jamais là, votre boisé fait plus de 800 hectares, il faut être membre en règle d'un organisme de protection contre le feu. Donc, la démarche à suivre, là, dans le fond, pour devenir de propriétaire forestier à producteur forestier, c'est de faire préparer le plan d'aménagement par un ingénieur forestier. Une fois, dans le fond, pour ce PAF-là, on peut prévoir là, un budget d'environ 500 à 1500 $, dépendamment de la superficie de votre terrain, du niveau de détail et des services demandés.
Une fois, là, dans le fond, ce plan d'aménagement-là préparé, c'est de l'enregistrer auprès du ministère via un bureau d'enregistrement. La plupart du temps, là, dans le fond, ça va être votre conseiller forestier ou votre ingénieur là, qui va réaliser cette étape-là. Et la dernière étape, là, dans le fond, une fois que votre demande va être validée et acceptée, vous allez recevoir là, par la poste votre certificat de producteur forestier qui va être valide là, pour une période maximale de 10 ans. Donc, c'était l'introduction pour vous présenter pourquoi devenir producteur forestier. C'est le critère d'admissibilité pour tous les programmes d'aide ou les mesures fiscales là, du gouvernement. Donc, une fois qu'on est enregistré, là, comme que notre lot à bois est enregistré, maintenant, on peut avoir accès au programme. Donc, je vais commencer là, par vous présenter là, le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Donc, qu'est-ce que c'est le PMVFP? C'est un programme qui existe depuis les années 1970, ça fait assez longtemps. Dans le fond, ce programme-là est géré par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées et vous permet de bénéficier d'une aide financière technique pour réaliser des travaux d'aménagement forestier dans votre forêt. Annuellement, là, dans le fond, c'est une enveloppe budgétaire de 28,9 millions. Puis à cela s'ajoute, dans le fond, souvent des aides financières ponctuelles. Puis ensuite, dans le fond, sur le terrain, c'est vraiment là, les conseillers forestiers accrédités par les agences là, qui vont délivrer ce programme-là. La prochaine diapo, je vous présente, c'est juste une carte là, des 17 agences là, qui sont présentes au Québec, donc qui font la gestion et l'aménagement des forêts privées. Je sais que c'est quand même petit, là, on ne voit pas trop, mais... Donc, les objectifs du PMVFP, c'est, en gros, je vais résumer ce qui est écrit, c'est d'augmenter la récolte de bois en provenance de la forêt privée là, pour approvisionner les usines. Donc, c'est d'accroître le rendement ligneux et la qualité des bois là, en forêt privée, d'améliorer les connaissances et la concertation des autres planifications. Et un objectif, là, c'est le dernier objectif, c'est de maintenir l'engagement des producteurs forestiers enregistrés et d'engager de nouveaux propriétaires forestiers dans la mise en valeur de leur boisé. Donc, quelles sont là, les activités admissibles au PMVFP? Donc, il y a une liste des traitements sylvicoles qui est détaillée, dans le fond, dans le cahier de référence technique. Ce document-là est publié là, sur le site Internet du ministère. Ce document-là est aussi jumelé à une grille annuelle des taux d'investissement qui présente, dans le fond, les montants d'aide accordés en fonction des traitements sylvicoles. Donc, il y a toujours, dans la grille annuelle des taux, il y a toujours deux taux, soit un volet technique et un volet exécution. Pour le volet exécution, là, dans le fond, ça correspond à la valeur des activités liées à l'exécution du traitement. Donc, on peut penser à l'opérateur de la machinerie, par exemple. Puis, ça l'exclut là, la supervision et les suivis des travaux. Tandis que le taux technique là, correspond à la valeur des activités de la planification. Puis là, ça comprend là-dedans tout l'aspect conseil concernant l'encadrement du propriétaire, les travaux techniques là, qui sont réalisés par votre ingénieur forestier, ainsi que la supervision et le suivi des travaux. Donc, je présente un petit exemple ici là, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, l'exemple, c'est un traitement de débroussaillement. Donc, si on prend la ligne du bas pour un traitement, pour 1 hectare de ce traitement-là, dans le fond, il y a un taux d'exécution pour la personne qui réalise les travaux d'environ 1 300 $ l'hectare. Puis, il y a un taux technique là, de presque 200 $ là, pour venir aider pour la réalisation, dans le fond, toutes les étapes techniques de la supervision des travaux.
ça fait le tour du PMVFP. Là. En gros, c'est vraiment une aide financière de la part, dans le fond, ça part du ministère. C'est une aide financière là, qui va être versée sous forme d'une subvention pour aider à réaliser les travaux. Puis, je vais vous présenter, là, dans le fond, le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers, que lui, c'est une mesure fiscale là, qui est plus au niveau de l'impôt. Je ne sais pas si à ce stade-là, il y avait des questions ou j'enchaîne. Il n'y a pas de questions encore, Raphaël. Parfait. Donc, je continue. Qu'est-ce que le RTF? Donc, c'est une mesure fiscale là, qui vous permet d'obtenir un remboursement équivalent à 85% du montant des taxes foncières. Ça inclut, là, dans le fond, les taxes municipales et scolaires de votre propriété forestière. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir réalisé ou fait réaliser là, par un entrepreneur des travaux admissibles. Et suivant ces travaux-là, il faut obtenir, là, dans le fond, le rapport de l'ingénieur qui atteste là, des travaux réalisés. Ce programme-là, contrairement, cette mesure, il ne faut pas que je me mélange, ce n'est pas un programme. Cette mesure, là, dans le fond, est délivrée par les conseillers forestiers, qu'ils soient accrédités ou non par l'agence. Puis pour votre information, là, ça représente là, un budget d'environ 15 millions là, par année d'utilisation de cette mesure fiscale-là. Donc, un petit peu comme le PMVFP, dans le fond, il y a une liste des travaux de mise en valeur admissibles qui sont publiés à l'annexe 1 du règlement. On le publie également là, sur notre site Internet. Donc, je ne sais pas si c'est trop petit, là, peut-être qu'on ne voit pas très bien l'écriture, mais c'est au même titre là, que le PMVFP. Donc, il y a toujours un volet exécution et un volet technique. Je porte à votre attention là, que, dans le fond, le RTF, là, il prévoit un peu plus d'activités que le PMVFP. On peut voir là, dans la liste que j'ai mis que la confection d'un plan d'aménagement ou la construction de chemin là, fait partie des activités admissibles. Il y a une question, Raphaël. Êtes-vous en mesure de grossir ça ou c'est... Est-ce que ça grossit comme ça? Oui, Ça grossit dans oui. mon écran. Oui. Parfait. Fait que, lunettes, c'est pas mal mieux. parfait. Fait que, voilà, là, on peut le voir rapidement. Je pourrais aussi là, transmettre, là, ça sera disponible là, après là, si on veut le regarder. Je reviens à la normale. Donc, les objectifs du RTF, c'est un peu comme le PMVFP, mais en principe, c'est de simplifier l'environnement fiscal des producteurs forestiers, de favoriser l'aménagement durable des forêts privées par l'encadrement des propriétaires par un professionnel et de mobiliser là, les propriétaires à la récolte de bois et à l'approvisionnement des usines de transformation. L'année dernière, il y a eu des modifications là, qui ont été apportées au RTF. C'est plus au niveau réglementaire. Là, dans le fond, dans un premier temps, pour ceux-là qui l'utilisaient, dans le fond, l'annexe 1 a été modifiée. Les taux ont été modifiés là, pour avoir une harmonisation avec ceux du PMVFP. On a également là, modifié le mécanisme d'indexation pour qu'il soit similaire aussi à celui du PMVFP. Fait que ces modifications-là, dans le fond, ça permet que les taux du RTF là, vont demeurer semblables aux taux du PMVFP dans le temps, parce qu'auparavant, il y avait certains écarts. Sinon aussi, dans le fond, une nouveauté en 2022, c'est qu'un propriétaire qui détient plusieurs unités d'évaluation, plusieurs lots, peut utiliser le montant des travaux réalisés sur l'ensemble de ses propriétés. Donc, avant, c'était rattaché à une propriété. Maintenant, là, dans le fond, quand on fait des travaux sur une propriété, on peut l'utiliser sur l'ensemble de ses unités dans son rapport d'impôt. Et une autre modification, c'est que maintenant, même si la valeur des traitements est inférieure au montant de vos taxes,
même s'il est inférieur, dans le fond, vous pouvez l'utiliser au prorata de celui-ci. Avant, il fallait accumuler, dans le fond, les travaux jusqu'à temps d'avoir au moins le montant des taxes. Donc, ce petit tableau présente, dans le fond, la complémentarité entre le PMVFP et le RTF. Donc, quand vous réalisez des traitements sylvicoles, vous pouvez décider, dans le fond, de faire financer le volet technique ou exécution indépendamment et dans les deux programmes. Donc, on peut voir, dans le fond, les 4 possibilités qu'on a, soit d'avoir de financer le volet technique dans le PMVFP, le volet exécution dans le RTF. Donc, pour profiter du RTF, vous devez contacter un ingénieur forestier avant de réaliser des travaux. Ensuite, après avoir fait des travaux, vous devez obtenir le rapport de l'ingénieur qui les mentionne. Une fois, dans le fond, que vous avez ce rapport, c'est dans le rapport d'impôt qu'on va venir déclarer ce remboursement-là. Donc, vous voyez là, pour qu'est-ce qui est d'un particulier, l'annexe à remplir, puis quand on est une compagnie ou une société, il y a un formulaire à remplir pour ça. Donc, c'est vraiment dans le rapport d'impôt qu'on va venir inscrire le remboursement selon les travaux qu'on a réalisés. Donc, si jamais ça vous intéresse de vouloir bénéficier du PMVFP ou du RTF pour réaliser des travaux, quelles sont les étapes, dans le fond, vous devez faire affaire avec un professionnel. Jean-Pierre, je pense, dans sa présentation, il va en parler, l'importance de faire affaire avec eux. Donc, et si jamais, dans le fond, vous n'avez pas encore de conseiller forestier, vous pouvez communiquer avec votre agence dans votre région pour obtenir la liste des conseillers forestiers accrédités. Donc, j'aimerais aborder avec vous les autres, c'est des autres mesures et des autres aides financières et mesures fiscales qui sont présentes en forêt privée, qui sont disponibles pour vous. Il y a le programme de financement forestier. Dans le fond, ce programme-là est administré par la financière agricole. C'est un programme qui vous permet de vous accompagner pour maintenir ou développer votre production forestière. Donc, c'est des sommes qui peuvent être versées aux propriétaires pour l'achat d'un lot ou l'achat de machinerie. Donc, ça peut être intéressant aussi pour débuter. Ensuite, le programme Forêt Faune, donc c'est une aide financière pour la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. Ce programme est administré par la Fondation La Faune du Québec. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Sinon, une mesure fiscale, c'est la déduction pour étalement du revenu d'un producteur forestier. Donc, encore une fois, ça, c'est si jamais vous faites de la récolte sur votre propriété forestière, vous pouvez, dans le fond, reporter des revenus sur une période, dans le fond, jusqu'à 10 ans. Donc, ça peut être intéressant pour l'impôt. Sinon, une nouvelle mesure qui est en place depuis 2 ans, même 3, l'atténuation de la taxation des immeubles forestiers. Donc, maintenant, les possibilités, dans le fond, maintenant, les municipalités ont la possibilité d'atténuer la hausse de la charge fiscale des producteurs forestiers. Dans le fond, en appliquant à la catégorie des immeubles forestiers un taux de taxation inférieur au taux de base. Donc, ça peut être intéressant d'être enregistré comme producteur forestier pour pouvoir bénéficier de ces mesures-là. Il y a une question, Raphaël. Parfait. J'étais rendu là à la fin de ma présentation. Donc, allez-y si vous avez des questions. Puis sinon, j'espère que vous avez apprécié. Vous voyez là, à l'écran les deux adresses. Donc, québec.ca, c'est
à peu près toute l'information que je vous ai présentée ce soir est présente sur ce site-là. Et sinon, là, l'adresse courriel du service de la forêt privée. Donc, si jamais là, vous avez des questions, que ce soit pour les programmes ou pour toute autre question qui vous vient à l'esprit après la rencontre de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, Merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation. ça fait plaisir. Je vais arrêter mon Il y a des partage écran. questions. Hein? Oui. Oui. Donc, Jean-Pierre, je te laisse sujet. Oui, il y a M. Bouchard, je pense, en premier qui a levé sa main. Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Moi, ma municipalité concernait pour avoir comme un rabais de taxes, comme la dernière explication que le monsieur a donnée. Oui. Ma municipalité, disons, n'a pas de l'air friande, puis même, c'est comme pas possible, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas eu les ordres. Où on en est rendu avec ce système-là? Bon, je peux faire un petit tour là-dessus. Ça a été introduit en 2021, donc depuis le 1er janvier 2023, là, toutes les municipalités ont fait leur renouvellement de rôle là, qui se fait dans le fond aux 3 ans. Donc, toutes les municipalités là, sont censées avoir, sont obligées d'avoir la catégorie d'immeubles forestiers là, dans leur taxation. L'application d'une atténuation là, dans le fond, du niveau de taxation pour les immeubles forestiers demeure là, dans le fond de la responsabilité des municipalités et demeure facultative. Là, donc, ça se peut là, que certaines municipalités ne l'appliquent pas. Pour l'instant, on n'a pas encore l'information parce que ça rentre un petit peu à chaque année, là, mais effectivement, là, que sur la totalité des municipalités au Québec, là, il y en a quelques-unes qui commencent à l'appliquer. Il faut savoir que c'est nouveau aussi, là, donc ça va être progressif au cours des prochaines années. La façon de les pousser à mettre ça en vigueur, y a une procédure? Il n'y a pas de procédure, là, je vous dirais, c'est d'en parler à la municipalité, ça peut être de se présenter là, dans le fond à des conseils d'administration, etc. Là, pour, je ne veux pas dire pour faire de la pression, là, mais pour que les produits, dans le fond, c'est de se faire entendre en tant que producteur forestier. OK, parfait, ben merci. De rien. Ça, je pense que c'était M. Richard, Serge Richard. OK. Pour le remboursement des taxes foncières, tantôt, vous parliez pour les revenus qu'on pouvait échelonner ça sur une période de 7 à 10 ans. Auparavant, comme vous avez mentionné aussi, que les dépenses, il fallait avoir un montant supérieur aux taxes foncières et scolaires. Maintenant, c'est échelonné sur combien de temps? Parce que moi, je les ai fait traîner parce que j'avais un rapport de mon ingénieur forestier, mais ça ne totalisait pas mes taxes. Donc, là, ça monte déjà à 3 ans. Là, dans la dernière année, apparemment, on peut y aller, mais on peut reculer de combien d'années? Dans le fond, un rapport de l'ingénieur là, avec des dépenses est bon pour une période de jusqu'à 10 ans. Donc, 10 ans. Techniquement, là, vous seriez correct là, pour remonter il y a 3 ans là, pour pouvoir appliquer là, ce remboursement-là. Et pour continuer l'argument de M. Bouchard, là, il n'y a pas des associations qui sont censées débattre au lieu de débattre que chaque producteur forestier se présente et qu'il soit obligé de revenir chez eux, là, puis bado, là, comme on dit, là. Il n'y a pas des associations qui sont censées nous représenter puis débattre pour nous autres. Oui, Il y a effectivement. des avocats dans ces associations-là, il y a du monde compétent, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui connaissent vraiment le milieu. Comment ça se fait que le producteur forestier est obligé de se présenter devant le conseil municipal pour débattre son cas alors qu'on fait partie de des regroupements? Oui, effectivement, là, vous avez raison. Là, il y a des organismes qui regroupent les propriétaires forestiers. Il faut savoir que les municipalités, là, il y a eu des séances d'information, il y a eu des documents là, qui leur ont été transmis là, afin de les informer dans le fond, de l'application de cette nouvelle, on va dire, cette loi-là.
Il y a encore un travail à faire là, pour que les municipalités là, soient au courant des bénéfices d'appliquer comme ça. Parce que des lois, là, c'est des décrets du gouvernement, là, ils sont obligés de se plier à ces lois-là. Pas nous autres à aller faire valoir nos droits devant les municipalités, je pense. Il y a du monde qui sont payés pour ça. Oui, je comprends, je vous entends. Effectivement, là, c'est la municipalité qui a la responsabilité de l'appliquer. C'est un exemple parmi tant d'autres que le propriétaire là, peut faire des pressions un peu là, pour se faire entendre, mais effectivement qu'il y a d'autres moyens là, qui passent via des regroupements. Donc, on est mieux de passer par les regroupements pour faire nos plaintes que de passer par le maire d'une petite municipalité qui est fermée à l'idée. Effectivement, là, c'est un peu touché, là, effectivement. D'une municipalité à l'autre, ça peut changer d'un extrême à l'autre. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de miracle, là, mais effectivement, là, ça peut être bon de faire des pressions là, des deux côtés. OK, merci. Je peux faire un petit bout de chemin aussi par rapport à ça. Là, on a fait plusieurs agences, les syndicats, groupements forestiers font des représentations actuellement un peu partout au Québec pour inciter les municipalités, là, les informer là, de la mesure de l'immeuble forestier, puis après ça, les inciter à l'offrir aux propriétaires. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites actuellement. C'est sûr que les résultats ne sont pas encore très, très important. Là. Je pense qu'il n'y a même pas 10 municipalités au Québec qui ont adhéré à cette mesure-là, mais c'est avec le temps qu'on va espérer, là, espérer faire enrôler le plus de municipalités. Fait que c'est un peu un travail à tout le monde. Là. Oui, les associations travaillent là-dessus, mais si les propriétaires aussi peuvent le demander, fait qu'avec le bouche à oreille, peut-être qu'on va réussir à faire promouvoir cette mesure-là. Sinon, dans le chat, Raphaël, il y avait une question tout simplement qui était qu'est-ce qu'un immeuble forestier? Bon, l'immeuble forestier, c'est simple, là, c'est un mot compliqué, là, mais dans le fond, c'est juste au niveau de la loi, là, c'est écrit comme ça que dans le fond, il existe 7 catégories d'immeubles pour la taxation dans les municipalités. Donc, ça a juste été nommé. On n'avait pas le choix de mettre le mot immeuble, là, donc ça a été immeuble forestier, mais c'est ça. Il n'y a pas de définition là, particulière. Mais ça serait une terre quand même qui aurait plus de 4 hectares là, forestière. Là, Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Là, on reste au même titre là, qu'au début de la présentation. Là, dans le fond, pour bénéficier de tout ça, il faut être enregistré comme producteur forestier. Donc, les deux, on va dire les deux prérequis là, sont d'avoir une superficie de 4 hectares et de détenir un plan d'aménagement pour avoir ça. Parfait. Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a un programme d'aide pour une formation et ou conseil pour l'aménagement de traverses de ruisseaux ou de ponceaux en forêt et aussi en milieu humide? Peut-être que je laisserai peut-être Jean-Pierre ou Amélie là, pour qu'est-ce qui est formation et ou conseil. Là, on l'aborde dans la RTF. Là, il y a une aide, dans le fond, il y a la mesure fiscale là, pour rembourser les frais par rapport à ça. Il existe également là, différents guides là, pour pouvoir dans le fond, qui expliquent là, les meilleures pratiques, là, surtout quand on est en présence là, de cours d'eau, de milieu humide. Sinon, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux faire du pouce là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, il y a différentes avenues. Au sein des syndicats de producteurs de bois, il y en a certains qui vont offrir des formations spécifiques sur l'installation des traverses de cours d'eau. Fait que vous pouvez le demander à votre syndicat. Je sais que du côté de la Beauce, là, c'est une formation qui est offrée il y a quelques années. Sinon, comme Raphaël disait, via le programme, c'est pas un programme, mais appelons-le de même, programme de remboursement des taxes foncières, il y a moyen d'avoir une aide là, technique là, pour dimensionner votre ponceau, puis vous expliquer là, vraiment comment le faire, comment l'installer. Puis il y a une aide aussi à l'exécution pour faire l'installation. Donc, essentiellement, ça serait les mesures disponibles. Puis on peut faire un petit parallèle avec les milieux humides parce que là aussi,
l'aide technique. L'encadrement technique, votre conseiller forestier peut couvrir aussi l'aspect milieu humide là, pour bien vous renseigner sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Il y avait une autre question aussi dans le chat. Ouais. Est-ce l'obligation d'un minimum de 100 acres est encore en vigueur pour obtenir un prêt de la financière pour l'achat d'équipement? Oui, je calcule, c'est encore 60 hectares, je le calcule en acres, c'est plus 150 acres qui est obligatoire. Puis je dis ça sous toute réserve, là, mais de mémoire, on peut deux terres, mettons 2 terres de 75 acres là, peuvent être cumulées ensemble là, pour faire partie du programme. Je pense que ça faisait le tour pour les questions. C'était toutes des bonnes questions. C'est super. Puis si jamais vous en avez d'autres là, pour Raphaël, je n'ai pas de les garder là, en... Ah, il y en a une autre. Est-ce qu'on la prend de dernière ou on la garde pour plus tard? Je la lis en même temps. Oui. Donc, je vais la lire pour que tout le monde puisse la voir. Dès qu'on a un plan d'aménagement forestier, un titre de producteur forestier, est-ce qu'on profite du programme d'aide de notre propriété? Est-ce qu'elle devient taxable pour une revente ou une succession? Là, est-ce que c'était clair? Oui, mais ben, c'est clair. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as la réponse. C'est une question plus de comptable. C'est ça. Ben, il avait tantôt cette question-là précédemment. Là, je l'avais répondu directement. Mais si vous avez un plan d'aménagement et vous êtes producteur forestier, non, la propriété ne deviendra pas automatiquement taxable. Ça va le devenir seulement si vous-même, vous avez des numéros de taxes et vous êtes inscrit. C'est sûr, si vous avez acheté une propriété d'un particulier qui avait des numéros de taxes, lui, il est tenu de vous charger des taxes au moment de l'achat de votre future propriété. Donc, c'est des fois plus avantageux, vous aussi, d'obtenir des numéros de taxes au moment de l'achat. Mais puis après ça, au moment de la vente, votre vente va devenir taxable. Mais il n'y a pas de lien à faire entre le plan d'aménagement, le statut de producteur forestier et l'obligation de charger des taxes. Là. Je ne sais pas si ma réponse est claire. On pourrait peut-être prendre la dernière question, puis ensuite on passerait à ta conférence, Jean-Pierre. Donc, M. Chabot. Eh ben, c'est une observation, si on veut, concernant les immeubles forestiers. C'est qu'actuellement, c'est sûr qu'il n'y a pas un très, très grand engouement pour les municipalités à offrir cette possibilité-là aux producteurs forestiers parce que ça fait gruger, si on veut, les entrées d'argent pour pouvoir remplir le budget annuel, là. Parce que les municipalités, dans le fond, s'ils acceptent de venir dire que tel lot à bois, c'est un immeuble forestier, en donnant une réduction des taxes, c'est comme s'ils se privent de ce revenu-là. La seule façon, de ce que je comprends, pour inciter les municipalités à offrir la possibilité aux producteurs forestiers là, d'avoir cette option-là, ça serait que les municipalités aient une aide directe du ministère des Ressources naturelles ou autrement. Là. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul incitatif qu'il y a là, pour les municipalités, c'est le côté écolo. C'est que si tu as des gens qui sont sur les conseils municipaux puis qui ils sont plus type écolo, ces gens-là vont favoriser puis ils vont reconnaître la valeur des terres à bois puis l'impact que ça peut avoir dans la communauté. Sinon, si on regarde le côté monétaire, il n'y a pas de municipalité qui va embarquer, là, question argent, parce que c'est comme s'ils se tirent dans le pied là, si on part municipalité par municipalité. C'est pour ça que tantôt, il y a un monsieur qui dit on va demander à nos associations, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est une question de pain et de beurre, là, c'est que si les municipalités acceptent de reconnaître des immeubles comme étant forestiers, puis embarquer dans cette catégorie-là, ils se privent de certains revenus. Ça fait que c'est là que je pense que c'est une question de philosophie, là. Puis avant qu'il y ait un revirement de situation, moi, je pense que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne faudra pas être trop optimiste, je pense. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais voici ma réflexion.
Oui, puis c'est pas la première fois qu'on l'entend, là. Je vais essayer d'y répondre, là, je vais essayer de donner des explications claires. Faut pas vendre l'idée à la municipalité. Ben, faut pas répondre à la municipalité qu'elle va se priver d'une rentrée d'argent via les taxes. Dans le fond, c'est vraiment là, un outil pour venir protéger, dans le fond, l'augmentation des taxes. Donc, au renouvellement, je vous ai dit tantôt, il y avait 7 catégories dans la taxation. Donc, si par exemple, là, les maisons dans un village ont monté plus que les terres à bois, auparavant, dans le fond, les terres à bois là, étaient considérées comme un immeuble au taux de base, là, donc le résiduel. Donc, il aurait augmenté au même niveau que les maisons. Donc, maintenant, ça offre la possibilité de dire, c'est les maisons qui ont augmenté le plus en termes de pourcentage. Donc, je ne refile pas la facture aux propriétaires forestiers. Donc, effectivement, là, qu'une municipalité, si par exemple, elle a 2 millions, elle doit avoir 2 millions en rentrée d'argent pour subvenir aux besoins annuels, elle ne peut pas dire ben, je fais un rabais de taxes aux producteurs forestiers, puis il va me manquer de l'argent dans mon budget. C'est vraiment là, pour venir contrer l'effet d'une hausse drastique dans certaines catégories d'immeubles, par exemple comme les maisons, pour pouvoir, là, dans le fond, que ça ne s'applique pas là, aux terres à bois, puis qu'eux aient dans le fond, une augmentation, on va dire, plus normale. Je ne sais pas si ça répond, ça répond un petit peu à la question. Et de ce que je comprends, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de réduction ou très peu de réduction, mais ça serait plus comme un genre d'investissement à long terme. Le fait d'être catalogué immeuble forestier, ça viendrait limiter les hausses de taxes dans le futur. Oui, exactement. Il faut le voir comme ça. Puis, vous avez parlé, dans le fond, vous avez parlé là, que ça prendrait, on va dire, une aide financière via le ministère. C'est le cas là, présentement pour on va dire, du côté de l'agricole, quand les producteurs sont enregistrés comme agriculteurs. C'est pas comme ça dans le forestier, là, mais effectivement, on travaille là-dessus. Là. Je ne promets rien, mais c'est effectivement que ça serait une solution à ce que les municipalités l'appliquent plus. OK, parce que là, il y aurait une aide directe et puis ça serait un incitatif vraiment là, majeur. Parce qu'à l'heure actuelle, là, c'est une question de conscientisation puis de faire reconnaître l'aspect très important des milieux forestiers pour la qualité de l'air, pour toutes sortes de choses, là, finalement. Puis aussi, ben, favoriser que les forêts, ben, s'il y a des plans d'aménagement, ben, ça va être, si on veut, plus rentable, plus productif, puis aussi, ça va avoir peut-être plus de retombées pour chacune des municipalités de façon directe ou indirecte, là. Exactement. Il faut le voir comme un tout là, avec tous ces arguments-là, si on veut. Mais en tout cas, on a toute une côte à monter. Merci. De rien. Bon, maintenant, on pourrait passer à la prochaine conférence de Jean-Pierre Fauché, qui est directeur de l'Agence de mise en valeur des forêts privées et des Appalaches. Donc, à toi, Jean-Pierre. Et je vais essayer si ça fonctionne. On voit bien ton écran. Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, après avoir entendu parler Amélie sur les différents intervenants en forêt privée et Raphaël sur les mesures fiscales disponibles et les programmes d'aide, je veux maintenant vous parler des avantages de faire affaire avec des professionnels en forêt privée. Puis j'espère bien vous convaincre d'adhérer et de travailler avec des intervenants qui sont là pour vous aider en forêt privée. Donc, on a vu avec Amélie qu'il y avait plusieurs intervenants qui gravitent autour des propriétaires. On a nos conseillers forestiers accrédités par les agences. Donc, un conseiller, ça peut être un groupement forestier, une entreprise privée qui a été accréditée par une agence. Il y a certains syndicats aussi qui sont actifs en aménagement. Ensuite, il y a une autre catégorie, des conseillers non accrédités. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès aux subventions que les agences gèrent via le programme d'aide à la mise en valeur. Il y a des associations forestières, des syndicats de propriétaires forestiers, plusieurs entrepreneurs aussi et des agences de mise en valeur.
Donc, pourquoi qu'on devrait recourir au service de chacun de ces intervenants? Pour répondre à cette question-là, je vais utiliser d'autres questions que je reçois régulièrement des propriétaires qui commencent à s'intéresser à l'aménagement forestier. Première question, je viens de m'acheter un lot et je ne connais rien là-dedans. Par où je commence si je veux l'aménager? Donc, une question assez typique qu'on reçoit là, des propriétaires. Première chose qu'il faut faire, selon nous, c'est que le propriétaire devrait s'informer. Donc, je le conseille là, de consulter. Il y a beaucoup d'informations, les sites Internet des syndicats de propriétaires, les associations forestières, les agences, et j'en passe, sont remplis d'informations, là, d'un, pour vous aider là, en tant que propriétaire à vous faire une bonne idée là, de c'est quoi les services disponibles en forêt privée, puis qu'est-ce qu'on peut faire là, avec notre boisé. Il y a aussi le site Internet forêtprivée.ca. Ça, c'est le site de la Fédération là, des producteurs forestiers du Québec. C'est un site qui est très complet. Là. Je vous invite vraiment à le consulter si vous ne le connaissez pas pour aller chercher de l'information actuelle sur la forêt privée, mais aussi là, un paquet de sujets là, qui touchent les propriétaires. En vous informant, ah oui, j'ai oublié de mentionner, il y a aussi des formations qui sont destinées là, aux propriétaires forestiers qui sont offertes soit par les syndicats, les associations, les agences, donc des formations vraiment spécifiques aux propriétaires. Il y en a une, entre autres, là, que je vous suggère pour ceux qui s'y connaissent moins, qui sont des nouveaux propriétaires, la formation J'améliore mon boisé, qui est offerte par certains syndicats, qui permet de faire un bon tour de roue là, sur les différents programmes là, en dedans d'une journée, puis toutes les mesures, les services disponibles. La formation J'améliore mon boisé est vraiment très intéressante. Donc, un coup qu'on s'est informé, mais ça va vous permettre en tant que propriétaire d'un peu plus connaître c'est quoi vos intérêts d'aménagement, puis définir peut-être certains objectifs que que vous voudriez appliquer sur votre propriété. Certains propriétaires, c'est assez clair où ils veulent s'en aller. Il y en a d'autres que l'aménagement forestier, c'était comme secondaire. Ils ont acheté leur lot comme investissement. Ils n'ont pas nécessairement un intérêt là, direct pour l'aménagement forestier, mais en s'informant, ça leur permet un peu d'en savoir un peu plus puis de voir qu'est-ce qui les intéresse vraiment sur leur propriété. Tout ça, ça vous amène à choisir un conseiller forestier. C'est quand même un choix important à faire. Donc, comme on a vu, un conseiller forestier, c'est un ingénieur forestier qui est spécialisé en forêt privée, qui va vous aider là, vraiment dans votre aménagement. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir lui faire part de vos intérêts, puis de voir avec lui s'il est en mesure là, de répondre à vos besoins là, en fonction de vos objectifs d'aménagement. Mais en règle générale, les conseillers ont quand même une diversité là, de services qu'ils peuvent vous offrir. Donc, être en mesure de trouver votre conseiller. Si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à contacter l'agence de mise en valeur. Ça va nous faire plaisir là, de vous orienter vers un conseiller dans votre secteur et aussi qui va pouvoir répondre à vos besoins en fonction de vos objectifs. L'autre étape, c'est d'avoir un plan d'aménagement forestier. Encore là, quand vous avez fait votre choix de votre conseiller, faire préparer le plan, c'est vraiment un outil de connaissance qui va vous permettre d'en apprendre plus sur votre boisé et de vous orienter pour la suite. Une autre question, parlant de plan d'aménagement forestier, quels sont les avantages d'avoir un plan d'aménagement forestier et à devenir producteur forestier? Donc, le plan d'aménagement vous sert d'un à prioriser les travaux qui devraient être faits sur votre propriété. Donc, de savoir quels travaux faire, mais aussi par où commencer, parce que souvent, les propriétaires ne savent pas trop où s'enligner là, pour débuter leurs aménagements forestiers. C'est que votre conseiller forestier va être là pour vous l'expliquer à l'intérieur de votre plan d'aménagement, voir les travaux qui seraient plus urgents à faire versus ceux qu'on peut laisser aller. Il faut comprendre aussi que le plan d'aménagement, c'est juste une planification. Ça ne vous oblige pas à faire tout ce qui est écrit dans le plan. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tout se fait à votre rythme. Puis, c'est vraiment vous qui restez maître chez vous là, dans le choix des travaux qui vont être faits sur votre propriété. Comme on a vu avec Raphaël, le plan d'aménagement vous permet d'avoir accès à l'aide financière du programme d'aide à mise en valeur. Donc, il y a un encadrement technique qui est couvert par les subventions. Il y a aussi de l'aide à l'exécution.
Et pour bénéficier de cette aide-là, il faut toujours passer par notre conseiller forestier. C'est lui qui s'occupe de faire les demandes de subvention pour vous. Il y a le programme de remboursement des taxes foncières aussi que Raphaël vous a parlé, qui est admissible uniquement si vous avez un plan d'aménagement forestier qui vous donne accès à des travaux qui sont très variés, construction de chemins, installation de ponceaux, c'est des travaux aussi qui sont très populaires dans le cadre de ce programme-là. Et pour y avoir accès, ça vous prend un ingénieur forestier et, règle générale, c'est votre conseiller forestier qui va vous permettre d'obtenir ces crédits-là. Il y a aussi d'autres programmes qui existent, entre autres, pour les perturbations naturelles. Il y a différentes régions au Québec actuellement, dont notre région ici dans les Appalaches, là, qui sont admissibles à un programme de pulvérisation contre la tordeuse des bourgeons d'épinette. Pour y avoir accès, ça vous prend obligatoirement un plan d'aménagement forestier. Vous devez être producteur forestier et l'admissibilité se fait via votre conseiller forestier qui va remplir avec vous les documents nécessaires pour que vous soyez sur la liste là, pour le programme de pulvérisation. Il y a certaines MRC aussi qui exigent le plan d'aménagement pour faire une demande de permis pour l'abattage d'arbres. Donc, ce n'est pas dans toutes les MRC, mais certaines vont l'exiger. Donc, encore là, votre conseiller va pouvoir vous guider dans cette démarche-là. Et finalement, une mesure qu'on parle moins souvent, mais c'est le transfert intergénérationnel. Dans ce cas-là, c'est que ça ne s'applique pas à tout le monde, mais si vous voulez vendre votre propriété, que vous avez mis en œuvre votre plan d'aménagement forestier, mais que vous voulez céder votre propriété, je veux dire, à soit vos enfants ou à vos petits-enfants, vous pouvez éviter d'avoir à déclarer un gain en capital au moment du transfert. Donc, c'est une mesure aussi qui s'applique aux propriétaires, aux producteurs enregistrés. Ça se fait via votre conseiller qui pourra vous référer un comptable spécialisé pour bénéficier de cette mesure. Ensuite, parlons production de bois. Je veux produire du bois, comment ça fonctionne? Donc, une question aussi qu'on reçoit de plus en plus. C'est sûr, vous avez toujours le choix d'un propriétaire pourrait partir, faire les travaux lui-même, vendre son bois à l'usine. Il y en a qui le font, puis c'est bien correct. Mais si vous êtes moins connaissant, là, je vous conseille vraiment d'y aller avec un conseiller forestier qui, d'un, va vous permettre là, de déterminer le bon traitement sylvicole à réaliser, la période de réalisation, les accès, la planification. Donc, le conseiller, il est là pour ça, pour vous donner les bonnes informations pour bien partir vos travaux. Un aspect très important, respect de la réglementation aussi. C'est bien le fun de faire des travaux d'aménagement, mais il y a plusieurs règlements en forêt privée, que ce soit au niveau municipal, les milieux humides. Donc, encore là, c'est votre conseiller qui va vous donner l'heure juste sur les permis à demander ou les bandes à protéger. Donc, c'est vraiment une police d'assurance d'avoir un conseiller dans ce cas-là pour vous assurer de faire vos travaux et pas vous mettre les pieds dans les plats. Trouver un entrepreneur, une autre étape très importante pour la récolte de bois. C'est sûr que c'est bon d'avoir un entrepreneur qui va avoir de l'équipement adapté pour les travaux que vous voulez réaliser. J'ai en tête un producteur dans la dernière année qui nous a contactés, qui n'était pas satisfait des travaux faits dans son érablière, puis parce qu'il y avait des blessures aux racines des arbres, puis c'était vraiment une question de machinerie. Là. Donc, l'équipement qui a été utilisé pour faire les travaux n'était pas adapté pour s'en aller dans une érablière. Mais c'est malheureux, mais si ce propriétaire-là avait pris le temps de contacter un conseiller ou un syndicat de propriétaires, il aurait été en mesure là, de faire un meilleur choix d'entrepreneur pour faire ses travaux. La vente du bois, encore là, si vous voulez maximiser vos revenus, négocier, obtenir des quotas, c'est sûr que le conseiller peut s'occuper de faire un service clé en main, mais si vous voulez vous en occuper de vendre votre bois, encore là, vous pouvez avoir des conseils là, de votre conseiller forestier, les syndicats de propriétaires ou même votre entrepreneur là, peut vous aider à ce niveau-là. Trouver le transporteur, un peu le même principe. Conseillers, syndicats et entrepreneurs forestiers peuvent vous aider à trouver un transporteur.
Et finalement, profiter des mesures fiscales. Raphaël a parlé un peu de l'étalement de revenus, qui est une mesure qui permet d'étaler vos revenus de vente de bois là, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 ans sur votre rapport d'impôt. Ça permet un peu d'atténuer votre impôt là, si vous ne voulez pas que ça passe tout dans la même année. Puis il y a l'accès aux aides financières aussi qui se fait via votre conseiller forestier. Et dans le cas de l'étalement de revenus, un comptable spécialisé pourra vous aider. Un autre élément, conseil important aussi, c'est que si vous faites des travaux de récolte, je vous conseille fortement de signer un contrat de récolte de bois avec votre entrepreneur. C'est vraiment, encore une fois, une police d'assurance. Il y a un modèle disponible sur le site de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Si vous voulez éviter des tracas, je vous conseille de signer ce genre de document-là avant d'entreprendre vos travaux. Une autre question qu'on reçoit, celle que j'aimerais faire du reboisement, à quel endroit je peux trouver des plants? Donc, ça, c'est souvent des nouveaux propriétaires qui nous posent cette question-là. Quand je la reçois, j'essaye de voir avec eux si c'est quoi les travaux qu'ils veulent faire, c'est quoi la superficie qu'ils veulent reboiser, la localisation, pour voir un peu si le propriétaire ne pourrait pas être admissible au programme d'aide financière. Parce que souvent, ils ne sont même pas au courant qu'il y a des programmes on peut faire du reboisement en forêt privée. Donc, si c'est le cas, qu'il peut être admissible, je le réfère à un conseiller forestier. Aussi, il faut comprendre que les plans forestiers actuellement produits par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts sont dédiés aux producteurs forestiers reconnus. Donc, encore là, pour y avoir accès, c'est votre conseiller forestier qui va vous donner accès aux arbres produits pour la forêt privée. Accès à de la main-d'œuvre qualifiée, là aussi, c'est important. Des bons reboiseurs pour faire ces travaux. J'ai aussi un propriétaire dans la dernière année qui nous avait demandé 3000 pins pour planter chez lui. Il a fait les travaux lui-même, mais il a trouvé que c'était tout un contrat. Il a trouvé que les fins de semaine étaient courtes là, pour faire ses travaux, en plus de l'entretien des arbres là, pour les arroser pendant l'été. Donc, il m'a dit que si c'était à recommencer, il aurait vraiment fait affaire avec un conseiller forestier pour avoir accès à la main-d'œuvre. Et l'avantage aussi de passer par un conseiller, c'est tout le suivi de la plantation. C'est que là, le conseiller est obligé d'aller voir la plantation après 2 ans, après 5 ans, pour s'assurer qu'elle est en bon état et au besoin faire les travaux d'entretien à l'intérieur de la plantation avec le financement qui va avec. Une autre question, je veux m'acheter une propriété boisée, où puis-je avoir de l'aide pour savoir si je fais un bon achat? Donc, une très bonne question, puis c'est souvent sage de se la poser avant d'acheter son lot. Dans ce cas-là, je réfère beaucoup les propriétaires vers, encore une fois, un conseiller forestier ou certains syndicats de propriétaires. Pourquoi? Parce que il y a des ingénieurs forestiers dans ces organismes-là qui sont spécialisés en forêt privée, qui vont pouvoir vous faire ce qu'on appelle une évaluation forestière et vraiment faire ressortir le potentiel forestier de votre propriété, les revenus que vous pourriez retirer de la vente de bois. Donc, l'ingénieur forestier est vraiment le mieux placé là, pour répondre du moins pour vous offrir ce service-là et répondre à vos questions. Et le deuxième élément qui est tout aussi important, le portrait des contraintes selon vos objectifs de possession. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, j'ai des propriétaires là, dans les dernières années qui ont suivi la vague, qui se sont achetés des lots, puis il y avait plein de beaux projets en tête, mais ils n'ont pas trop regardé c'était quoi les contraintes qu'il y avait sur la propriété. Est-ce qu'il y avait des milieux humides, des bandes de protection, le zonage, toutes sortes d'éléments qui ont fait en sorte que tous les projets qu'ils avaient en tête en achetant leur lot, ils n'ont pas pu les réaliser parce qu'ils n'avaient pas acheté la bonne propriété. Donc, dans ces cas-là, s'il y avait au préalable contacté un conseiller, un syndicat de propriétaires ou même l'agence, on aurait pu donner là, déjà de l'information pour dire au propriétaire, ça, ce lot-là, il n'est pas pour vous, allez en choisir un autre pour permettre de réaliser vos interventions ou vos projets futurs.
Une autre question, je vends mon lot et j'ai eu des subventions. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Ce n'est pas tous les propriétaires qui se posent cette question-là, mais c'est vraiment bien de se la poser, une question très importante, parce qu'il faut savoir que quand on bénéficie de subventions au niveau d'une agence de mise en valeur, vous allez signer ce qu'on appelle une prescription civicole qui va protéger les travaux là, pendant une période de 10 ans à 30 ans selon le traitement. Puis ça fait en sorte que vous ne pouvez pas détruire les travaux qui ont été financés. On entend par destruction, par exemple, d'aller couper une plantation qui a fait l'objet d'une subvention ou faire tout travaux là, qui n'est pas recommandé par un ingénieur forestier sur une superficie qui a bénéficié d'un financement. Donc, au moment de la vente de la propriété, pour éviter d'avoir des problèmes, on vous suggère de compléter ce qu'on appelle un transfert d'engagement de protection. Donc, c'est un petit formulaire que l'agence et votre notaire vont vous s'occuper de remplir, dans laquelle on va détailler les aides financières qui ont été versées sur la propriété et les délais de protection des travaux. Et ça va vraiment vous permettre de transférer vos engagements au nouvel acquéreur de la propriété. Parce que si vous ne faites pas ça au moment de la vente, vous allez demeurer porteur des engagements qui ont été pris. Puis si le nouveau propriétaire détruit les travaux, c'est vous qui allez être contraint de payer la facture pour les travaux qui ont été détruits. Fait que pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, on vous conseille de faire un transfert d'engagement. Puis l'autre élément aussi qui peut être intéressant au moment de la vente, là aussi, il y a des mesures fiscales. On parlait tantôt du transfert intergénérationnel qui peut s'appliquer via un comptable spécialisé qui pourra vous aider là-dedans. Donc, on vient de voir rapidement, mais que le conseiller forestier est souvent l'intervenant qui revient beaucoup. C'est lui qui est au front, si on veut, là, qui est le plus près de vous, les propriétaires, pour vous aider dans vos aménagements. Fait que si je fais un peu un topo, là, un résumé des services offerts par les conseillers forestiers, donc on a vu qu'il y avait la confection du plan d'aménagement forestier pour obtenir votre statut de producteur forestier, les demandes de permis au niveau municipal pour la récolte de bois, les déclarations aussi pour la réalisation de vos travaux forestiers. Il y a des services clés en main pour l'aménagement et la récolte de bois. Donc, il y a différents niveaux de services. Fait que vous pouvez quand même faire vos travaux vous-même, puis le conseiller s'occupe de faire la technique. Mais il y a aussi possibilité de donner toutes clés en main à votre conseiller, puis il va s'occuper de faire toute la chaîne de travaux pour vous. Marquage des tiges à couper, martelage, ça, c'est certains propriétaires qui veulent juste faire du ménage dans leur boisé, ils veulent juste savoir quel arbre couper en priorité. Donc, le conseiller peut se déplacer et aller vous marquer les arbres à couper. Service technique pour la construction de chemins, l'installation de ponceaux. Très populaire, fait qu'on en parlait tantôt dans une des questions. Les conseillers ont les outils, les connaissances pour vous donner accès au remboursement des taxes foncières, mais aussi pour que ça soit fait dans les règles et avec les permis nécessaires. L'évaluation monétaire d'un boisé, que ce soit au moment de l'achat ou au moment de la vente, le conseiller est là pour vous aider. Les aménagements adaptés pour la faune. Donc, il y a bien des propriétaires qui achètent leur lot pour aller à la chasse. Puis s'ils veulent améliorer leur potentiel faunique de la propriété, garder leur gibier un peu plus chez eux, bien, des fois, des travaux adaptés, travaux forêt-faune qu'on appelle, peuvent être pertinents pour améliorer notre succès de chasse. Différents conseils techniques que le conseiller peut vous donner, des services en aménagement séricole, quand même assez populaire, plan d'érablière, test de sol, plusieurs conseillers offrent ce service et aussi de l'expertise forestière de toutes sortes. Donc, entre autres, si un voisin est allé couper des arbres chez vous et que vous voulez évaluer les dommages, bien, le conseiller peut vous aider. Donc, ce n'est pas tous les conseillers qui offrent la gamme de services qu'on voit là, sur ma diapositive, mais certains même en offrent davantage. Donc, c'est de là l'importance de contacter peut-être plusieurs conseillers forestiers quand vous magasinez pour avoir celui qui pourra répondre à vos besoins. Et en cours de route, vous pouvez toujours changer de conseiller forestier. Là, vous n'êtes pas attaché là, avec lui. C'est possible de changer.
Donc, finalement, si je reviens à la question de départ, quels sont les avantages de faire affaire avec des professionnels en forêt privée? Fait que vous avez vu qu'il y en avait quand même plusieurs. Donc, ça vous donne accès à de la formation. Les professionnels sont là pour vous donner de la formation adaptée pour vous, les propriétaires, des conseils spécialisés vraiment en aménagement forestier. Les accès au programme d'aide financière, ce n'est pas rien. Donc, ce soit le programme d'aide à la mise en valeur, le programme de remboursement des taxes foncières, des mesures très intéressantes. Le respect de la réglementation, comme on a vu, ça peut être assez important parce que se lancer tout seul ou même certains entrepreneurs ne veulent plus trop travailler sans avoir été conseillés au préalable par un ingénieur forestier. Donc, c'est vraiment important de faire affaire avec ces services-là. Meilleur revenu, que ce soit pour la vente de bois, l'achat ou la vente d'un terrain, le conseiller est là pour vous aider. Votre transfert de responsabilité pour avoir l'esprit tranquille si vous vendez votre lot pour lequel il y a eu des subventions et bien plus. Donc, c'était l'objet de ma présentation. J'espère vous avoir convaincu que c'est important de faire affaire avec des conseillers forestiers et les intervenants aussi en forêt privée. Merci Jean-Pierre pour ta présentation. Bien. Je vois qu'il y a 2 questions, entre autres dans le chat. Oups, je l'avais ouvert il y a 3 secondes. Il est comme disparu. Excusez. Ah, OK, je l'ai là. Bon, je suis déjà perdue. Il est tard. Conseiller forestier, c'est l'ingénieur ou le syndicat. Exemple, pour avoir une recommandation d'un comptable spécialisé. Fait que peut-être Jean-Pierre, juste. Oui. En fait, oui, un conseiller forestier, c'est une entité qui a à son emploi un ingénieur forestier. Fait que ça peut être un syndicat de producteurs de bois. Fait qu'il y en a certains, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce livre les services en aménagement forestier. Fait que ce n'est pas tous les syndicats qui offrent les services de conseiller forestier là, en tant que tel, là, donc qui vous donneraient accès aux aides financières. Puis, pour exemple, pour avoir une recommandation de comptable spécialisé, c'est via votre syndicat ou votre conseiller forestier. Là, il y a certains comptables plus spécialisés au niveau forestier parce qu'il y en a qui connaissent pas grand-chose là-dedans. Là, donc, ou vous pouvez nous contacter là, à l'agence, puis on pourra vous référer là, à des comptables spécialisés, là, si je comprends bien votre question. L'autre question, c'est faites-vous aussi l'évaluation monétaire d'un boisé dans le cas d'une donation d'une servitude de conservation? Il y a certains conseillers où là, il faut peut-être plus se tourner vers vraiment un évaluateur agréé. Fait qu'il y en a qui ont une expertise forestière en même temps, puis le titre d'évaluateur agréé. Fait que oui, on en connaît là, qui peuvent faire ce service-là, mais ce n'est pas tout le monde qui vont se lancer dans ce genre de mandat-là. Là. Donc, il faut choisir son évaluateur. Mm. Aussi, on avait M. Serge Richard qui a la main levée. À vous. Vous m'entendez, oui? Oui. Je ne sais pas si c'est M. Cauchet qui peut répondre à ça. J'aimerais ça savoir le pourcentage de production forestière entre la forêt privée et la forêt publique. Production, qu'est-ce que vous entendez par production forestière? Au niveau forestier, là, ceux qui alimentent toutes les usines à papier, peu importe, là, pour le bois, bois d'œuvre et tout, là, le pourcentage qui vient de la forêt privée versus l'industrie forestière, les grosses compagnies qui. Oui, je n'ai pas les chiffres précis. Je ne sais pas si les Raphaël les a plus proches que moi, mais je crois que c'est de l'ordre de 25 qui vient de la forêt privée, puis 75 forêt publique, là, ou peut-être même, on s'approche peut-être plus du 30 en forêt privée. Donc, la place de la forêt privée prend de l'ampleur là, avec les années. Il y a beaucoup de possibilités forestières là, dans le sud du Québec. Les propriétaires n'ont pas coupé beaucoup de bois là, dans les dernières décennies. Donc, puis du côté de la forêt publique, il y a de plus en plus de contraintes qui font en sorte que la possibilité baisse. Donc, notre part du gâteau au niveau de la forêt privée est en train de croître. Puis je pense que c'est vraiment de bon augure là, pour vous, les propriétaires forestiers, parce que c'est nous qui va prendre plus de place pour alimenter les usines là, qu'on a au Québec.
Moi, je vois beaucoup de camions sur la route avec du bois là-dedans terrible. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que l'industrie, eux autres, connaissent les rouages puis toutes les subventions auxquelles ils ont droit, puis que, je ne sais pas, en tant que producteur privé, on, on est plus ou moins euh, c'est plaisant d'avoir une formation ce soir pour avoir un peu de détails là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas équipé pour aller chercher les subventions auxquelles on a droit. Même au niveau des regroupements forestiers, ils ont des terres que des regroupements possèdent. Puis je ne sais pas si ils ne favorisent pas les terres du regroupement au détriment des propriétaires privés. Oui, ben, c'est une préoccupation qu'on entend souvent. C'est sûr que oui, les groupements forestiers ils ont des propriétés, ben, ils sont dans leur domaine, fait que oui, ils font beaucoup d'aménagements sur ces terres-là, mais par contre, sont obligés, les groupements forestiers, c'est une obligation du ministère là, des Ressources naturelles et des forêts, sont obligés de traiter les demandes de leurs clients selon le principe de premier arrivé, premier servi. Fait qu'ils ne doivent pas donner préséance à leur propriété dans le cadre des services qui rentrent. Fait que si vous arrivez en cours de route, bien, ils vont vous offrir les services là, selon le principe de premier arrivé, premier servi. C'est sûr que les groupements forestiers, ceux qui ont plusieurs lots, vont bénéficier aussi beaucoup du programme de remboursement des taxes foncières, que lui, il n'y a comme pas de limite, c'est-à-dire que bien, votre limite, en fait, c'est vos comptes de taxes. Fait que si vous avez plusieurs lots, bien, vous avez des gros montants de taxes à payer. Ça fait que ça vous permet de faire beaucoup de travaux sur une base annuelle, tandis que les programmes de subvention, bien là, l'argent est limité, donc il faut en donner au plus de monde possible, mais on a malheureusement là, de plus en plus de propriétaires qui doivent attendre un peu plus. Donc, faut jongler avec ça, mais c'est quand même bien. Je pense que l'important, c'est d'être producteur forestier, puis savoir, là, comme on vous montre ce soir, là, qu'il y a des programmes disponibles pour vous. Ça va vous permettre déjà d'adhérer à ces programmes-là, puis de pouvoir en bénéficier. Moi, à ma dernière réunion annuelle là, du groupement forestier auquel j'appartiens, j'ai appris que les propriétaires privés avaient droit jusqu'à 20 000 de subventions par année. Puis c'est drôle, moi, je n'ai jamais bénéficié de ça, puis j'en aurais des travaux à subventionner sur mon lot, mais c'est ça, je me demandais, au niveau de l'information, là, on reçoit ça, là, mais je veux dire, je suis content de savoir qu'on va pouvoir le visualiser plus tard, là, mais je trouve qu'on manque d'informations par rapport à tout ce qu'on a droit, puis je trouve que c'est dommage. Mm-hmm. En tout cas, on l'entend, je pense que tout le monde, on essaye de faire un effort pour vous renseigner. Vous avez raison sur le 20 000 aussi, mais ça peut varier d'une région à l'autre, mais il y a une limite qu'on a fixée au sein des agences là, de financement qu'on peut accorder sur une année là, à un propriétaire. Il y en a quelques-uns qui vont aller chercher de manière ponctuelle ce montant-là, mais on n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes actuellement. Il y a trop de demandes. Fait qu'on espère que nos programmes vont être bonifiés pour être en mesure de vous offrir là, tous les travaux associés là, qui seraient nécessaires d'être réalisés là, sur vos propriétés. Merci. Maintenant, je laisserai la parole à M. Gendron. Oui, Amélie, merci de passer la parole. Écoutez, j'écoute tout ce qui se dit, là, juste me présenter. Jean-Paul Gendron, moi, ça fait une 50aine d'années que j'évolue dans le domaine de la forêt, surtout la forêt privée, à divers degrés. Mais je ne suis pas ingénieur forestier, je tiens à le préciser. Là. Je suis président de l'agence mise en valeur de la forêt privée de l'Estrie. Et ayant évolué là-dedans pendant plus de 4 décennies, presque 5, plus ça va dans le domaine de la forêt privée, plus c'est, je le dis, là, plus c'est compliqué à être propriétaire de boisiers privés. Et on le voit d'ailleurs qu'à partir d'une étude qu'a réalisée la Fédération des producteurs forestiers du Québec en 2012 sur les valeurs des propriétaires forestiers, la mise en marché des bois, là, vendre du bois là, à l'industrie, c'est la 7e valeur sur 13.
Et au fil des ans, les valeurs ont comme sur la production de bois, ça tend vers le bas. La première valeur, là, c'est le plaisir de posséder un lot à bois, aller à la chasse, la famille, l'environnement, des choses de même. Et personnellement, j'ai fait un petit relevé de ce qui se passait du côté américain, en Pennsylvanie, au New Hampshire et dans le Vermont. Et la production de bois, donc du bois, bûcher du bois pour vendre à l'industrie, ça tire vers le bas, c'est-à-dire l'intérêt est de moins en moins présent. Et l'an dernier, en prenant connaissance du rapport annuel de la Fédération des producteurs forestiers du Québec sur une possibilité de 16 millions de mètres cubes solides à mettre en marché. Il y a 134 000 propriétaires de forêts privées au Québec. Il y en a 28 000 l'an dernier qui ont mis du bois en marché. Et sur une possibilité de 16 millions de mètres cubes, ben, il y en a un petit peu plus de 6 millions qui a été mis en marché. Donc, on évolue autour des 35 de la possibilité forestière. Oui, le chiffre qui a été avancé tout à l'heure, la forêt privée fournit peut-être un peu plus de 20 des besoins de l'industrie forestière au Québec, mais elle pourrait en faire plus. Sans vouloir étirer mon propos, j'insiste sur le fait que les propriétaires forestiers actuels et tout nouveau propriétaire forestier, de grâce, allez voir un conseiller forestier là, qui vous inspire confiance et posez-lui vos questions. La question des taxes, la question de la propriété, la question des réglementations municipales, les possibilités de subvention des gouvernements, le rôle des groupements forestiers. Soit dit en passant, il y a 37 groupements forestiers au Québec et ils sont tous accrédités comme conseillers forestiers accrédités par les agences forestières. Il y a 17 agences au Québec, je le répète. Donc, c'est de vous informer. Il y a des particularités fiscales, que ce soit au niveau des taxes à payer, surtout si vous achetez des équipements, ne serait-ce qu'une fendeuse ou une débusqueuse ou un tracteur forestier. Donc, c'est un domaine qui est de plus en plus complexe et suivre la littérature de l'Association forestière du côté, l'organisation d'Amélie publie je pense que c'est 4 fois par année, le progrès forestier dans lequel il y a une masse d'informations, votre groupement forestier et surtout, allez consulter le site web de votre agence forestière. Pendant que j'écoutais, je suis allé fureter un peu sur le site web de l'agence Appalache, qui est très bien documenté et c'est une mine d'informations qui va vous guider dans votre choix d'un conseiller forestier, mais aussi dans vos choix stratégiques de la façon dont aménager et exploiter votre forestier. Donc, retenons les deux mots, c'est complexe, mais pourvu qu'on s'approvisionne aux bonnes sources de renseignements, je pense qu'on peut réussir à prendre un malin plaisir à vivre avec son boisier forestier et à en tirer profit tant au plan personnel qu'au plan financier. Alors, Amélie, c'était mon message du jour. Vive la forêt privée. Merci, merci, M. Gendron. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'en vois une dans le chat, là, Amélie. Là, il y a quelqu'un qui a demandé un conseiller forestier, c'est un service payant. En fait, la réponse, c'est oui. C'est sûr, c'est des entreprises, donc c'est des services qui sont payants. Mais comme on expliquait, il y a la subvention, l'aide financière permet de couvrir une bonne partie des frais associés à votre conseiller forestier. Donc, pour l'encadrement technique, là, préparer tous les documents, aller sur le terrain, c'est couvert là, en bonne partie par les programmes d'aide. Il y a toujours une part du propriétaire qui va varier à peu près entre 5 à 20 de la valeur des travaux qui va vous être chargé. Il y a une autre question. Comment l'ingénieur forestier est venu voir notre forêt l'an dernier en vue d'un plan d'aménagement forestier, un PAF, nous a dit que nous serions remboursés presque entièrement pour le coût du PAF, du plan d'aménagement forestier. Puis, lors de sa recherche, c'est que nous avions une très petite réduction de taxes via un programme d'aide pour coupe de foin issu d'un quart de sa propriété. Nous n'étions pas éligibles à la subvention de la proportion de 3/4 forêt. Est-ce que c'est logique ou pas? Je peux y aller, Jean-Pierre? Oui. Effectivement, là, dans le fond, c'est prévu dans la loi là, qu'on ne peut pas réclamer on va dire deux remboursements différents là, sur une même propriété. Donc, là, je comprends que c'est peut-être un peu dommage. Là, vous êtes producteur agricole, puis vous avez demandé un crédit là, pour qu'est-ce qui est le quart de la superficie. Mais effectivement, là, il n'y a pas moyen de jumeler les deux. Là. Donc, c'est peut-être de faire un choix selon vous de lequel qui est on va dire, le plus rentable pour vous là, entre l'agricole ou le forestier.
Monsieur Gendron, vous aviez encore votre main levée. Est-ce que vous vouliez rajouter par un commentaire? OK, juste m'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes questions ou bons commentaires à partager? Bon, tout a été répondu. Mais si jamais plus tard vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, comme Jean-Pierre, comme Raphaël l'a mentionné, là, il y a plein de conseillers d'organisation qui peuvent vous aider, qui peuvent vous orienter là, vers les bonnes personnes, vers les bons professionnels. Donc, gênez-vous pas de faire appel à nos services et à lire nos documentations sur nos sites web, infolettres, magazine Progrès forestier, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Sur ça, je vais... mais j'avais un dernier petit commentaire, peut-être en terminant aussi. Bon, ce soir, c'était une belle webconférence. Merci à Jean-Pierre et à Raphaël. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'une attestation de formation, je vous invite à m'écrire par courriel. Vous avez tous reçu mon courriel. Donc, à me faire parvenir votre demande, là, puis je vais pouvoir vous envoyer une petite attestation, là, une petite fiche là, qui confirme que vous étiez présent. Donc, pour ceux qui ont des ordres professionnels, entre autres, je sais que c'est nécessaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée à tous. Puis, continuez à nous surveiller, là, à surveiller les prochains événements là, dans nos différents moyens de communication. Et vous nous faites part là, du vidéo là, par courriel, c'est ça? Oui, je vais vous envoyer. Ce ne sera pas cette semaine parce que je me rends bien chargée. Puis ma collègue aussi, il faut qu'elle traite la vidéo, là, mais donnez-nous une couple de jours, mettons, en début de semaine prochaine, là, puis on va vous envoyer ça. On peut s'attendre à recevoir de quoi, là? Pardon? Je n'ai pas compris. On peut s'attendre à recevoir quelque chose, là. Oui, au cours de la semaine prochaine, là, on va vous partager, on va vous le mentionner là, par courriel, comme quoi que ça a été mis en ligne via notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée.